Bonjour à tous, je m'appelle Yann, ça c'est ma tasse, un petit peu de café dedans parce que j'ai envie de prendre le temps avec vous justement d'échanger autour d'une causerie, autour d'un café, qu'on puisse prendre un petit peu le temps ensemble et bien de venir découvrir la dimension thérapeutique. C'est-à-dire en d'autres mots, eh bien, qu'est-ce que je fais, mon métier, l'accompagnement, comment ça se passe, pourquoi est-ce que ça peut être pertinent d'entreprendre une thérapie, ou en tout cas, comment est-ce qu'à un moment donné de la vie de chacun, eh bien, ça peut être une bonne chose, voire une nécessité quand il y a beaucoup de problèmes ou beaucoup de choses à gérer. Donc j'avais envie un petit peu de discuter autour des problématiques diverses et variées, j'avais envie de vous raconter un petit peu mon métier, j'avais envie de vous expliquer comment c'est important à un moment donné qu'il y ait aussi une dimension thérapeutique à l'intérieur de nos vies. Et j'accompagne maintenant des gens depuis 2013 et donc j'ai accompagné à peu près plus de 400 personnes en tout cas. Et ces gens sont venus en cabinet pendant des journées, à des moments particuliers de leur vie, à des moments de crise souvent, à des moments de questionnement parce qu'ils avaient des problématiques et ils étaient en quête de mettre du sens, de la conscience, ils voulaient comprendre pourquoi, ou ils voulaient ne plus souffrir, ou être juste heureux, apaisés. Et bien sûr, s'ils venaient me voir, c'est que c'était pas le cas. Et donc on a pu travailler ensemble, j'ai pu les accompagner, ils ont été co-thérapeutes pour venir apaiser tout ça, remettre du sens, et puis déposer leur souffrance surtout. Ils sont venus finalement grandir, sortir de leur zone de souffrance, ne plus se victimiser, ne plus s'infantiliser. Ils sont venus pour devenir adultes et responsables. Et j'avais envie de parler d'eux, j'avais envie de parler de ces cas, de ces gens qui m'ont donné finalement des leçons de vie et qui m'ont permis à moi aussi de mieux comprendre certaines dimensions, certains comportements de l'être humain, certaines facettes. Moi, je pars du principe que d'accompagner les autres, c'est aussi une manière de m'accompagner moi-même, puisque je vais recevoir des gens qui vont être un petit peu un miroir ou qui vont venir avec des problématiques que j'ai pu rencontrer ou que je rencontrerai peut-être demain et de pouvoir être à l'écoute de ça, de pouvoir être en ouverture de cœur et aussi d'être dans le discernement et dans l'oreillette thérapeutique, ça me paraissait évident et important. Du coup, je suis très très fier du métier que je fais, je suis très fier de toute cette dimension d'accompagnement thérapeutique qui n'est pas souvent pleinement connue, puisqu'on connaît souvent le travail des psys, des psychiatres, des médecins, avec parfois même des espèces d'images un peu d'épinal, où voilà, on peut voir le psy derrière avec un canapé, une personne allongée. C'est pas forcément ça non plus, hein. Une thérapie aujourd'hui, on n'est plus forcément à des époques freudiennes, il y a eu des mouvements qui ont suivi, hein. Il y a aujourd'hui même des vagues, on parle de mouvements transpersonnels, hein, qui sont les nouvelles générations aussi d'accompagnement thérapeutique qui viennent donner des informations hyper intéressantes. Et puis voilà, j'avais du coup envie de prendre ce temps autour d'un petit café. Il fait beau aujourd'hui, c'est plutôt sympa et donc j'espère que ça va vous intéresser. C'est vrai que là, je vais essayer d'être un peu global, je vais parler de manière générale de plein de choses et je me dis que comme je vais mettre cette vidéo en ligne et qu'à un moment je vais ouvrir les commentaires, eh bien n'hésitez pas si vous avez envie d'en savoir plus sur une des facettes, voilà, sur un thème que j'aurais évoqué ou sur un cas particulier qui est venu résonner chez vous et que vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à poser des questions hein, justement dans ces commentaires parce que ça sera peut-être l'opportunité pour moi eh bien, de vous proposer une autre petite conférence ou un autre temps comme ça de causerie. Voire peut-être de préparer un direct sur YouTube ou Facebook ou je sais pas où là on pourra interagir en direct pour justement mettre du sens, de la conscience. Alors déjà ce qui me paraissait important de vous parler, c'est ce que j'ai pu découvrir moi à l'intérieur d'un cabinet, parce que c'est vrai que quand quelqu'un vient passer la porte d'un cabinet pour entreprendre une thérapie individuelle, eh bien c'est quand même quelque chose qui est pas anodin. Et moi, j'ai découvert énormément de choses à chaque fois. J'ai vu beaucoup de comportements différents, une vision unique du monde, des problématiques diverses et variées. J'ai vu des pleurs, des colères, des angoisses, des limitations. J'ai vu des interdits, j'ai vu des souffrances énormes. J'ai pu rencontrer des structures d'enfants ou des histoires de l'enfance avec justement hein, dans des états modifiés de conscience où on retrouvait l'enfant intérieur qui tremblaient dans l'ombre, qui hurlaient, qui pleuraient, certains dans des prisons intérieures, d'autres qui portaient des armes, des armures, d'autres qui étaient isolés, perdus, des enfants qui ont beaucoup souffert, des vies difficiles, des destins difficiles, qui eux-mêmes vivaient ça parce que leurs parents avaient aussi vécu des histoires difficiles.
hein. On est quand même dans des époques où, à l'époque de nos parents, grands-parents, eh bien, c'était pas rigolo non plus, hein. Il y avait des choses qui se jouaient, il y avait une autre vision du monde, une autre manière, hein. Les parents étaient parfois avec une éducation beaucoup plus difficile, plus rigide. Il y avait aussi souvent un père qui travaillait beaucoup pour amener l'argent. Voilà, il y avait des espèces d'archétypes un peu comme ça, où la femme pouvait être au foyer alors qu'elle aurait voulu travailler, l'homme lui allait travailler, et donc était souvent absent pour ses enfants, ou avait lui-même été élevé par des parents qui eux avaient une éducation très stricte, très difficile. Bref, il y a vraiment tout un ensemble de comportements qui découlent souvent d'une vision assez transgénérationnelle et qu'à un moment on vient vivre, qu'on porte à l'intérieur de nous et qui parfois nous fait tellement souffrir et bien qu'elle nous amène à pousser la porte d'un cabinet. Euh, voilà, j'ai aussi vu que tous ces gens faisaient au mieux avec ces difficultés, qu'ils essayaient parfois de pardonner, parfois de guérir leurs blessures. Bon, j'ai entendu des histoires terribles, hein, des histoires de torture, des histoires de manque, d'enfance maltraitée, d'enfants abandonnés, isolés, perdus, parfois détestés de leurs parents. J'ai vu des parents qui souffraient aussi de leur histoire. J'ai vu des parents qui souffraient du lien qu'ils vivaient avec leurs enfants alors qu'ils essayaient de faire au mieux. Bon, je pense pas que j'invente des choses, ou que je vous dis des choses que vous ne connaissez pas. Hein, c'est un petit peu l'histoire de tout le monde, mais ce qui est important, c'est que j'ai vu vraiment plein de choses derrière tout ça finalement. Un peu comme ces premières couches de souffrance qu'on vient déposer chez le thérapeute, et bien, même si j'ai vu l'ombre du monde qui s'est invité à mon cabinet, bah, j'ai compris qu'il n'y avait pas non plus besoin de vivre en Syrie pour rencontrer l'enfer. J'ai vu que on était tous des êtres humains et que on portait tous, hein, le poids d'une certaine souffrance, et que cette souffrance-là, elle ne devait pas être négligée, ou qu'elle n'était pas négligeable parce qu'il y avait pire ailleurs, ou parce que finalement j'ai pas trop à me plaindre, avec parfois des comportements où on vient encore protéger euh, les parents. Alors c'est vrai qu'on peut dire que les parents ont fait au mieux, mais à un certain niveau, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller écouter la souffrance que ça a pu générer. Hein, un enfant qui s'est retrouvé seul parce que maman était obligée d'aller travailler, ben, ça crée quand même des dossiers d'abandon. Et même si effectivement, plus grand, il comprend que sa mère avait une nécessité d'aller travailler, par exemple, eh bien, il peut quand même avoir vécu une grande souffrance d'abandon. Et il va falloir aller s'en occuper parce que sinon, il va être obligé de rejouer ça encore et encore et encore. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a vraiment des grilles de lecture, il y a des visions qui font aussi qu'à un certain niveau, eh bien, il y a un défi de vie derrière ça, un défi de vie souvent à la hauteur de qui sont ces gens. Et un peu comme si on ne pouvait pas avoir des leçons qu'on n'était pas capable de transcender, un peu comme s'il y avait toujours quelque chose de bon dans ces défis que la vie vient nous proposer, dans ces événements, dans ces histoires qui parfois sont très dures parce que j'ai vu par exemple des gens qui avaient été torturés dans leur enfance, maltraités, qui avaient vu des choses horribles, ou en tout cas des choses qu'on ne peut pas voir quand on est petit, ou qui sont trop violentes. Et j'ai vu que ces gens avaient fait des choses incroyables. Ils sont devenus des défenseurs de l'enfance, ils sont devenus parfois avocats, ou ont travaillé dans le social pour aller réparer, pour qu'il y ait une espèce de plus jamais ça. Hein. J'ai vu que derrière chaque pompier, chaque avocat, chaque médecin, chaque boulanger, eh bien, il y avait une histoire, il y avait un arbre, il y avait tout un tas d'enjeux, conscients ou non, que les gens venaient rejouer pour réparer, améliorer, pour que ne plus vivre le manque de ce qu'ils avaient vécu. Bref, j'ai vu qu'il y avait finalement quelque chose d'incroyable et une logique de vie qui en est parfois perturbante, mais qui permet aussi de sortir d'une espèce de vision de victimite ou d'infantilisation, et pour montrer que, eh bien, on avait vraiment en chacun les ressources profondes pour aller transcender notre histoire, pour aller dépasser ce qu'on a vécu, pour en faire quelque chose de bien en plus. Euh, j'ai vu des gens qui ne voyaient même pas dans quelle maltraitance ils étaient, qui ont été tellement maltraités dans leur histoire qu'ils se maltraitaient eux-mêmes et qui ne s'en rendaient même plus compte. Euh, j'ai vu des gens qui sont débrouillés tout seuls toute leur vie, qui sont nés adultes, qui n'ont pas été du tout aimés, voire qui n'ont pas reçu d'affection, qui n'ont pas reçu d'écoute, qui n'ont pas reçu d'attention. Et forcément, qu'une fois adulte, ça crée des problématiques, ça crée des vraies souffrances. Et comme la vie est très généreuse, eh bien, elle va généralement
mettre en place des situations pour vous faire revivre ça, comme s'il fallait à un moment donné ressortir les gros paquets, hein, les gros dossiers, les patates chaudes, comme j'appelle ça, pour non pas vous punir, mais vous permettre à un moment d'aller réellement traiter l'information et d'aller vraiment voir ce que c'est venu vous toucher, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de ça. J'ai vu des gens qui étaient dans des attentes de vie incroyables et qui, au bout de quelques séances, eh bien, comprenaient que ce qu'ils attendaient, c'était encore peut-être le retour du père ou le retour de leur mère qui était partie et qu'ils ont attendu comme ça des années d'enfance sans s'en rendre compte. J'ai vu des gens qui rejouaient la souffrance, la trahison, des gens qui s'étaient sentis trahis ou abandonnés parce que leur père ou leur mère était mort et qui à un moment étaient tellement dans cette transe qu'ils ne se rendaient même plus compte que finalement leur père ou leur mère n'avaient pas fait exprès, qu'ils étaient simplement morts, mais l'enfant lui va le vivre comme un abandon ou comme une trahison, hein, comme s'il avait été planté par son parent et du coup ça va être terrible pour lui parce qu'il va devoir jouer ça, la trahison, le fait d'être planté peut-être par les hommes ou par son patron, voilà, par des choses qui vont venir résonner extrêmement fort chez lui, là où pour d'autres, ça serait même pas important ou même pas vu. Euh, j'ai vu des gens qui avaient eu dans leur arbre généalogique énormément de maladies, des maladies ou des maladies longues, ou des maladies génétiques, ou des maladies de type mental, hein, et qui sont devenus justement médecins, infirmiers, thérapeutes, voire psychiatres, ou qui travaillent dans des HP, dans des hôpitaux psy, pardon, et qui vont du coup finalement revisiter leur histoire d'une autre manière. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, au-delà de la souffrance et au-delà de ce qui fait pousser quelqu'un à venir en thérapie ou à entreprendre une thérapie, bien, il y a toujours une possibilité de résilience. Et c'est ça qui est énorme parce que si cette résilience, elle arrive à émerger et à se faire vraiment, eh bien, les gens, ça va leur donner un sens et ça va les transcender. Ils vont d'un coup comprendre que tout ce qui a été sur leur chemin avait une nécessité ou une importance ou une utilité. Et du coup, ils vont pouvoir vivre ce qu'on appelle un espèce de retournement. Ils vont pouvoir d'un coup comprendre que tout ça, c'est imbriqué dans une logique incroyable. Alors, bien évidemment, je pourrais en parler des heures, hein, de tout ça, mais je vais essayer quand même de remettre un petit peu de structure pour que on se perde pas, puisque le sujet est vaste et qu'à un moment, il est important d'aller discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas, ou peut-être de parler de certaines choses, d'impulser un mouvement, et puis de voir si j'irai pas un peu plus loin dans d'autres vidéos, voilà. Et donc pour l'instant, je me laisse un petit peu porter par le flux, par le flow, par ce qui vient, mais je vais quand même essayer d'y mettre une structure parce que sinon ça risque d'être déroutant, fatigant ou de créer un flou, ce qui n'est pas du tout mon envie ou de cette vidéo. Comme je vous le disais tout à l'heure, entreprendre une thérapie, c'est vraiment une bonne chose aussi parce que il y a quelque chose de sain à l'intérieur de ça. La thérapie, elle est vraiment là pour être une opportunité de changement. Elle est là aussi pour mettre de la conscience sur les zones inconscientes, justement, ou vous voyez, mettre de la clarté sur les zones de flou. Parce qu'on a aussi une vie avec énormément d'informations, avec énormément de choses qui se sont passées. Et il y a un rythme, il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut être à un moment perdu, dépassé par les informations, ne plus savoir où les mettre ou se perdre dedans. Et c'est important à un moment aussi de pouvoir venir faire une thérapie bien pour remettre chaque chose à sa place et une place pour chaque chose, pour pouvoir remettre du discernement et puis aussi parfois aussi pour sortir de nos espèces de cercles là, de manières de penser. On appelle ça souvent des patterns, hein. C'est des choses dans lesquelles on tourne en rond et qu'on va rejouer encore et encore. Et là, à un moment, le thérapeute, lui, il peut, par son regard extérieur ou par le recul, puisqu'il n'est pas impliqué à l'intérieur de la problématique de la personne qui vient le voir, eh bien, il va pouvoir créer ce qu'on appelle une rupture de pattern. Il va venir montrer comment on rejoue ça ou comment là, il y a quelque chose un peu de névrotique ou quelque chose de traumatique qui va venir se rejouer parce que la leçon n'a pas été entendue à un certain niveau. Alors pour moi, entreprendre une thérapie, c'est quand même comme un travail. C'est-à-dire que vous savez, le travail, on n'a pas toujours envie d'y aller, parfois c'est chiant, on aime mieux le week-end, hein, souvent, sauf quand on bosse le week-end. Hein. Mais derrière, il y a vraiment le cadeau, il y a un salaire, il y a une récolte, hein, un petit peu comme, eh bien, il y a un temps pour aller préparer la terre, la retourner, l'enrichir, et puis il y a un temps pour semer, et puis il y a un temps pour attendre, parce que une fois que ça a été semé, il faut continuer à désherber, à s'occuper, à entretenir la terre, et puis il y a quand même un temps de latence, puisqu'on ne va pas
aller plus vite que la nature. Et puis il y a quand même un temps après des récoltes. Et donc toute la richesse qu'on va pouvoir récolter, fruit de notre travail, eh bien, pour moi, la thérapie, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on va du coup pouvoir à un moment récolter tout ce qu'on a semé, puis tout ce qu'on a osé aller rencontrer dans nos zones inconscientes, dans nos zones de refoulement, dans nos zones d'évitement, dans nos zones de déni. Eh bien, quand à un moment on remet tout ça en lumière et qu'on remet tout ça en mouvement, eh bien, il y a effectivement à court terme souvent un espèce de chaos où c'est comme si on allait secouer l'eau avec de la terre au fond, et donc on va avoir une espèce de mélange un peu opaque, et parfois dans des premiers temps de thérapie, j'ai pas envie de dire que ça met un peu plus le bordel, mais presque, parce que d'un coup, le thérapeute il va venir bousculer un peu, il va venir essayer de mettre des coups de pied occultes un petit peu sur les fondements, hein, un petit coup de pied au fondement pour voir, voilà, où vous en êtes. Moi je viens généralement appuyer pour voir si les gens c'est ok, s'ils sont pas en train de se mentir, s'ils sont pas en train d'éviter certaines choses que moi je peux percevoir, et parfois effectivement ça va vraiment d'un coup faire tomber un jeton, quoi. Il y a une espèce de compréhension qui va émerger, et puis là la séance elle est magnifique parce que la personne ressort avec une compréhension incroyable, et puis peut-être parfois même une libération émotionnelle qui va suivre. Et puis parfois au contraire, eh bien ça va faire remonter un vieux dossier, ça va remettre une certaine lourdeur. Mais généralement, en 2-3 jours, eh bien, ça se réintègre, et donc il va y avoir comme une nécessité à un moment d'aller peut-être secouer le prunier, hein, d'aller se bouger, d'aller se faire secouer justement pour peut-être permettre à tout ce qui est éculé, tout ce qui n'a plus lieu d'être, eh bien de tomber, et puis de pouvoir vivre une espèce de renaissance, hein. Il y a toujours dans une thérapie un mouvement de vie-mort-renaissance, et c'est ça qui est important, parce que c'est ça qui va donner aussi derrière le cadeau, qui va donner du coup la récolte, j'ai envie de dire, une espèce de richesse qui va arriver, comme si d'un coup vous pouviez obtenir, je sais pas, vous venez parce qu'il y a une problématique de confiance, eh bien vous allez en avoir un peu plus. Vous avez envie de plus être triste, eh bien vous allez peut-être en retraversant une tristesse de l'enfance obtenir derrière la joie. Vous voulez, je sais pas, ne plus avoir peur, eh bien allons d'abord voir pourquoi est-ce que vous avez si peur et de quoi, et puis derrière vous allez obtenir du coup un apaisement ou une sécurité, ou voire même vous allez développer votre courage, puisque le courage c'est d'avoir peur mais d'y aller quand même. Et donc du coup il y a quand même une ressource derrière, il y a quand même un cadeau. Voilà, donc pour moi une thérapie à court terme c'est toujours un petit peu délicat, c'est imprévisible, hein. Je peux jamais dire aux gens ce que ça va leur faire, si ça va être super ou pas, mais ce que je sais par contre c'est qu'à moyen long terme, eh bien il y a toujours des cadeaux, il y a toujours une structuration, une compréhension plus profonde, on arrive à remettre du sens. Alors du coup, eh bien, c'est un petit peu ça aussi qui donne la pertinence à une thérapie, c'est qu'à un moment, ça va vraiment vous permettre d'avancer. Parce qu'on a souvent une espèce de vision, on voudrait que tout soit stable, que rien ne bouge, surtout si ça se passe bien, alors, oh là là, espérons que tout va pouvoir se fixer, figer, et hop, hop, un instantané, on bouge plus, tout va bien, photo, souris, et puis voilà, mais en fait, c'est pas possible. La vie, elle va venir vous bousculer, il va se passer un nouvel événement, il y a un côté éphémère dans la vie, et donc si à un moment, on n'accepte pas ça, eh bien, ça marche pas, ou on génère de la souffrance. On dit d'ailleurs souvent que la souffrance est à la hauteur des attentes qu'on peut porter, ou de l'idéal de vie qu'on veut avoir et qui n'est peut-être pas de ce monde, ou qui n'est peut-être pas possible. Et donc c'est aussi par la thérapie une manière de redescendre, ou d'aller voir pourquoi il y a cet idéal, ou pourquoi il y a ces attentes, ou peut-être de voir que j'en demande beaucoup à mon environnement extérieur parce que j'ai beaucoup manqué quand j'étais petit, mais la thérapie, pardon, elle va vous demander d'aller justement redécouvrir ça, d'aller dans vos zones de manque pour aller vous donner ce que vous n'avez pas eu petit, et d'arrêter de vouloir peut-être le demander aux autres. Bon. Alors, vous voyez, dans tout ce que je dis là, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, hein. Moi, je suis un chercheur de l'inconscient. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer, de remettre à jour régulièrement les informations, peut-être même les théories, ou d'aller mettre de la cohérence dans différents champs de théorie, avec différents outils, à différents moments, différents niveaux, suivant différentes personnes. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de vérité pure et parfaite, mais si ce n'est la mienne, mais la mienne, elle est en mouvement, et j'accepte surtout qu'elle ne soit pas figée, qu'elle puisse changer au gré de ce que j'expérimente. Ça se trouve, je refais une vidéo dans 2 ans, je vous dis complètement le contraire. Et puis voilà, c'est ok pour moi, j'estime avoir le droit d'exprimer une pensée à un moment donné, et puis à un moment d'y revenir, ou de la peaufiner, ou de changer, parce que bien on est des êtres humains, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper, on a le droit à un moment donné de prôner une valeur et puis d'en prendre une autre demain, et c'est ok, parce que c'est ce qui fait le mouvement, c'est ce qui nous permet de grandir, c'est ce qui nous permet de donner notre point de vue sur le monde. Et je crois qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour pouvoir donner ce point de vue
que l'on a à l'intérieur de nous. D'ailleurs, vous voyez, il y a quelque chose d'assez incroyable, je trouve, c'est le fait qu'on puisse être unique, ne serait-ce que par le fait que sur la planète, à un instant T, on est les seuls à naître à un endroit donné. Ça, je trouve ça énorme, parce que même dans une maternité, sur un même jour, eh bien, il n'y a jamais deux enfants qui naissent en même temps en salle de travail. Même les jumeaux vont avoir quelques minutes de décalage. Il va y avoir toujours quelque chose qui fait que deux individus ne sont jamais nés au même endroit, en même temps, à la même heure. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est vraiment ce qui fait qu'on est unique et qu'on a du coup ce point de vue unique sur le monde, puisqu'on le regarde d'une certaine manière et que personne ne le regarde de la même manière. C'est une grande leçon de tolérance aussi et d'humilité, parce qu'on va pouvoir accueillir l'autre dans sa complexité, mais aussi dans son côté unique, original en tout cas, avec sa propre vision, et que du coup l'objectif n'est pas forcément d'avoir raison, mais bien de pouvoir être en lien avec l'autre sans forcément changer sa perception du monde, mais d'être au moins en capacité d'entendre l'autre, et puis de pouvoir aussi dire et être entendu par les autres. Et ça, c'est vraiment important, puisque faut pas se leurrer, hein, on a tous des filtres, on a tous justement une histoire qui fait qu'on voit les choses comme on veut bien les voir. J'avais aussi envie de parler de l'accompagnement thérapeutique pour casser les idées, ou les fausses idées. Voilà, j'avais envie de remettre un petit coup de 109, j'avais envie de vous dire que thérapie c'est génial, voilà. Pas parce que c'est mon métier, mais parce que moi quand j'ai commencé à faire des séminaires, je me suis pris des claques dans ma tronche et que ça m'a tellement défoncé, ça m'a tellement montré comment je pouvais me tromper sur moi-même, ou comment j'étais à côté de mes pompes, ou comment est-ce que j'étais en souffrance et que je m'en rendais pas compte, et bien que s'il n'y avait pas eu ces stages ou ces approches thérapeutiques, je sais pas où j'en serais en fait aujourd'hui. C'est pour ça que je vous parle qu'il y a un côté très sain de pouvoir faire une thérapie. Faire une thérapie, c'est venir se rencontrer, c'est venir s'accueillir, c'est venir aussi s'accepter pour finalement s'aimer. Parce que moi, si je fais ce métier-là, c'est pour que les gens ils puissent se réconcilier avec eux-mêmes, pour qu'ils puissent s'aimer, pour qu'ils puissent sortir de la dimension de la victimite. Hein, je fais une nuance entre la victime et la victimite. Hein. La victime, c'est vraiment quelqu'un qui a subi quelque chose dont il a été victime, qui va générer une souffrance et un trauma. Et la victimite, c'est comment, à un moment, je vais utiliser les événements de ma vie traumatiques où j'ai souffert pour rester victime. C'est comme si je m'installais dans mon ornière et puis que je me mettais un petit peu en confortablement sur mon ornière en disant voilà, c'est dur quand même, c'est dur quand même, c'est dur quoi. Voilà, donc il faut bien faire la nuance, c'est-à-dire que pour un thérapeute, c'est important d'aller écouter la dimension de la victime, et ça c'est vraiment souvent le premier temps, mais à un moment donné, quand cette souffrance a été suffisamment entendue, eh bien le thérapeute, il doit faire aussi le discernement entre, tiens, est-ce qu'il y a encore une souffrance là, ou est-ce qu'il y a une transe hypnotique dans laquelle la personne se remet pour s'infantiliser, se victimiser, ne pas se responsabiliser, et du coup ne pas devenir adulte et responsable autonome. Oui, donc c'est important aussi d'être accompagné dans ces différents niveaux, parce que à un moment donné, il va y avoir toute la dimension d'aller écouter la souffrance, à un moment donné, peut-être d'aller donner une autre vision des choses, à un moment donné, de permettre à la personne aussi de sortir de sa maltraitance ou de ses culpabilités, parce que pour chaque culpabilité, il va falloir se punir, hein, un coupable paye. Donc quand quelqu'un arrive avec un bagage comme ça de culpabilité, vous pouvez être sûr que derrière, il se punit, ou il punit les autres aussi, hein, parce que il y a un juge implacable à l'intérieur de lui qui fait que, déjà, vu que je suis dur avec moi, je vais être dur avec toi, mon pote. Donc voilà, c'est aussi de permettre d'aller retrouver une souplesse égotique, d'aller permettre aux gens de revenir vers cette douceur, vers cette écoute d'eux-mêmes, vers leur histoire, parce que il n'y a pas d'histoire qui a été facile. Moi, je suis intimement convaincu aujourd'hui, pour avoir accompagné tous ces gens, puis mon histoire est celle de tous les gens que je connais, même si j'ai pas été faire de la thérapie avec eux, puisque c'est des amis ou des gens proches, vous pouvez être sûr que tout le monde a sa part de souffrance, il n'y a pas de problème. Hein. Mais l'important, c'est pas d'en avoir une plus grosse que l'autre, c'est de savoir ce qu'on en fait. Et c'est ça qui est important, c'est est-ce qu'à un moment, on relève les manches, on répond aux défis de la vie et on vient transcender ça pour en faire quelque chose de bon, voire peut-être même pour l'offrir au monde, pour que plus jamais ça, et pour que d'un coup la société, le monde, les gens, les humains, tous les autres pingouins puissent aller un peu mieux. Et ça, si on est dans la victime, dans l'infantilisation, dans le fait que ce soit la faute des autres, là du coup c'est mort. Il n'y a pas de possibilité d'aller faire avancer les choses, et ça pour moi c'est pas ok. Je suis pas ok quand des adultes jouent cette carte-là. Parce que du coup ils sont non seulement pas dans leur plein potentiel, mais en plus ils aident pas le monde. C'est-à-dire que être malheureux, ça n'a jamais aidé les autres. Hein.
Par contre, s'en occuper, eh bien, ça peut aider peut-être de s'occuper plus tard de ceux qui ont la même, ou qui auront vécu des choses pareilles, ou d'aller mettre du sens, ou de dire, bah, tiens, moi j'ai vécu ça dans mon histoire, et ben, peut-être que c'est ça que j'ai besoin aujourd'hui d'aller réparer, ou c'est peut-être ça sur lequel je dois me positionner, c'est peut-être en faisant tel métier. Vous voyez, c'est hyper important à un moment de se poser les bonnes questions, parce que le mental, lui, il répond toujours à toutes vos questions. Mais si vous dites pourquoi je suis nul, il va vous faire un listing. Et si vous lui dites pourquoi je suis là, il va vous émettre des hypothèses aussi. Ou si vous lui dites tiens, quelles sont mes qualités, mes ressources, quelles sont, je sais pas, quel est mon talent, quels sont mes dons, eh bien, c'est pareil, il va commencer à cogiter et à essayer de trouver une réponse. C'est toujours plus dur d'aller trouver les choses positives que négatives. Hein. On est quand même, je vous rappelle, dans une société judéo-chrétienne quand même où nous sommes des pêcheurs. Je ne sais pas pourquoi on est tous des pêcheurs, même si j'habite en Bretagne, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté je suis pas digne, je ne suis pas digne d'être je sais pas quoi, dis seulement une parole et je serai guéri, et puis la parole n'arrive pas réellement. Donc on porte ça, surtout que vous comprendrez bien que l'inconscient, n'ayant pas de notion de temporalité, quand on a une culpabilité à l'âge de 4 ans ou de 10 ans, on peut l'avoir jusqu'à 40, 50, 60, jusqu'à la mort. Hein, parce que l'inconscient ne va pas verrouiller une notion de temps. Il ne dit pas, tiens, là, il y a une peine de 10 ans, ça y est, les 10 ans sont passés, ça va mieux. Non, non, lui, il va vous rejouer ça sans problème, jusqu'à ce que ce soit mis en conscience, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous puissiez réellement comprendre que vous n'êtes pas du tout coupable. Un enfant de 4 ans, il est rarement coupable de quelque chose. Par contre, un enfant de 4 ans se sent automatiquement coupable de tout. Et donc c'est ça qu'il va falloir à un moment aller voir. Il va falloir aller rencontrer l'enfant, il va falloir aller voir pourquoi il se sent coupable, il va falloir aller voir pourquoi il est triste, pourquoi il est en colère, pourquoi il a peur. Alors, pour moi, clairement, il n'y a pas besoin d'être fou, il n'y a pas besoin d'être en dépression ou en burn-out ou d'avoir un cancer pour venir faire une thérapie ou pour venir mettre en lumière son histoire, venir mettre son histoire en lumière, c'est une évidence pour qui veut à un moment être un petit peu conscient et sortir de sa prison de vie, quoi. Il y a une nécessité à un moment d'aller récupérer les petits bouts d'âme qu'on a laissés en chemin. Et c'est un petit peu, ces petits bouts d'âme, moi je trouve que c'est un petit peu comme des petits cailloux. Et j'aime bien le conte du petit pousset pour ça, parce que c'est un petit peu comme si à un moment on avait été un peu abandonné par la source ou par le père-mère, et donc on se retrouve avec nos parents qui nous foutent au milieu de la forêt, hein, qui pourraient symboliser l'inconscient, et puis que y a quand même un petit pousset qui a des petits cailloux, et puis en récupérant chaque petit caillou, chaque petit bout d'âme, eh bien petit à petit il peut retourner jusqu'à chez lui, jusqu'à la source, jusqu'à son foyer, voilà, peu importe. Et vous voyez, il y a quelque chose de très symbolique à l'intérieur de ça. Alors, pour moi, c'est fondamental de devenir un petit pousset. Je vais faire un thème là-dessus. Soyez le petit pousset de votre vie. Allez récupérer vos petits cailloux, allez récupérer vos petits bouts d'âme, allez voir comment ça a été dur, en fait. Allez voir comment à 4 ans, 10 ans, on n'est pas équipé. Et quand on en prend plein la tronche, quand on n'a pas mis encore ses protections psychiques, eh bien, on se prend tout dans la gueule. Un enfant, il est instinct et émotion, hein. Il rationalise pas trop, c'est plus tard, vers 7-10 ans. Mais entre 0 et 6, le disque dur du cerveau limbique, tout ce qu'il engramme, c'est ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit et les émotions. Moi, je peux vous dire que quand je rentre dans les mémoires d'enfants entre 0 et 5 ans, quand il y a des émotions, c'est profond, hein, c'est fort. C'est beau d'ailleurs, parce que ça vient souvent toucher le thérapeute, tellement ça... Waouh, il y a quelque chose là qui est en train de sortir, qui est en train de se révéler et qui a été énormément protégé par des gardiens, par des protections psychiques. Et donc du coup, voilà aussi un petit peu, tout ça, c'est hyper important à un moment que l'adulte que vous êtes, vous alliez vous en occuper. Sinon, vous allez d'une part rejouer ça tout le temps, d'autre part, vous allez demander à ce que ce soit les autres qui s'en occupent pour vous. Parfois même vos enfants. Et donc on va recréer un schéma où l'enfant va devenir le grand et puis le grand va devenir le petit. Moi, je suis pas d'accord. Même si je peux pas y faire grand-chose, je suis pas d'accord. Je trouve que voilà, un adulte, il doit avoir le courage d'aller oser explorer ces zones d'ombre, les dossiers sensibles, les deuils non faits, ouais, les dossiers chauds patates, quoi. Parce qu'on en a des fois des comme ça. Et du coup, bon, ce qui est génial, c'est que le meilleur thérapeute, c'est la vie. Donc, si vous venez pas voir un thérapeute, la vie va s'en charger, hein. Avec la générosité, vu que la vie ne vous veut que du bien, et à moi aussi d'ailleurs, hein, elle va vous remettre en place des situations, des événements, rencontrer des personnes qui vont être d'une perfection incroyable pour venir vous refaire jouer les trucs. C'est comme s'il y avait une intelligence, un espèce de logiciel de dingue
qui permettait d'aller vous remettre dans des mêmes postures énergétiques d'histoire pour aller rouvrir les dossiers et s'en occuper. Malheureusement, si on met pas de la conscience sur le dossier qu'on est en train de rejouer, eh bien, c'est comme si on redoublait la classe. Et donc, il va falloir qu'un nouvel événement plus tard se représente encore pour vous faire comprendre le truc. Et donc, moi, je trouve que c'est un peu débile de ne pas aller s'occuper de ces zones de blocage, de ces zones de limitation, de ces zones de souffrance, de penser qu'on est plus fort que ça, alors qu'il y a un gamin qui pleure à l'intérieur, par exemple. Ou qu'il y a un gamin qui a envie de hurler tellement ça a été injuste son histoire. Mais pour être aimé, ou parce que voilà, il veut surtout pas aller réveiller, je sais pas, son kraken ou son volcan intérieur, eh bien il va se taire, il va se limiter, et il va pas rentrer dans ce que j'appelle une certaine hygiène émotionnelle. Vous voyez, on est quand même dans une société en 2018 où, bah écoutez, d'une part, on apprend que plus on se lave les mains, plus on prend des douches, ou enfin, le fait de se laver ou d'être entré dans une hygiène du quotidien nous a permis d'éviter énormément de maladies, voilà, d'éviter énormément d'épidémies, des choses comme ça. Bon, on parle d'une hygiène physique. Et qu'est-ce qu'on fait de l'hygiène émotionnelle? On se retrouve dans un pays où le fait d'avoir une émotion, c'est caca. Alors, surtout pour les hommes, entre guillemets, parce que regardez un homme, ça doit pas avoir peur. Ok, bon, donc même pas peur. Ça n'a pas le droit de pleurer. Bah non, il faut que ce soit fort quand même. C'est un homme, bientôt un petit homme. Et puis, il faut en plus que ce soit pas triste. Et pas en colère. Non, c'était la colère, bon. Vous voyez, c'est un peu dingue. Du coup, vous savez, on a des émotions fondamentales. Hein. Donc, il y en a 5. C'est la peur, la colère, la tristesse, la joie, la surprise. Ceux-là, on ne peut pas les enlever. Qu'on les veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas avec, qu'on veuille négocier ou pas avec, c'est pas possible, elles sont là. On peut simplement se les interdire. Mais c'est pas parce qu'on s'interdit quelque chose qu'il n'y a pas. Hein. Moi, je rencontre combien de personnes qui s'interdisent la colère? Eh ben, au secours. Hein. Ils ravalent. Toute la journée, ils ravalent. Et ils se retrouvent dans des situations de harcèlement. Ils vont subir leur vie. Parce que d'un coup, ils n'ont pas compris que la colère, par exemple, c'est pas la violence. Donc du coup, ils font pas le distinguo. Donc pour eux, être en colère, c'est être violent. Alors que pas du tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle de colère saine. Il y a d'ailleurs un livre, je sais plus, qui s'appelle La colère, c'est être mal aimé. Ben, c'est exactement ça en France. Hein. Si on est en colère, oh là là, pas bien, caca. Ouh. Mais la colère, ça vient dire quoi? La colère, c'est la seule émotion qui est reliée à l'instant présent. Et cette émotion, elle nous permet de maintenir un territoire, une intégrité, du respect, et elle nous permet d'aller connecter notre pouvoir avec un grand P, hein, pas de l'abus de pouvoir. Un pouvoir, notre puissance, notre pulsion de vie, elle va nous permettre d'aller plier de réel. Elle va nous permettre d'aller vers nos envies. Elle va nous permettre de sortir d'une frustration pour obtenir quelque chose en allant activer dans nos tripes une énergie hyper puissante. Bah, interdisez-vous ça et ouh. Donc ça veut dire quoi, les gens qui posent un interdit de colère? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ils vont pas pouvoir prendre leur place. Ils vont subir, ils vont se taire, ils vont se faire castrer, ou ils vont s'auto-castrer de leur pouvoir. Et du coup, ils vont pas pouvoir connaître non plus leurs envies. Et du coup, eh bien, ils vont se faire bouffer. Toutes les gens qui ont des problématiques de harcèlement, il faut aller voir là, hein. C'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, niveau 2, ils vont monter en pression. Ils vont ravaler. Alors parfois, du coup, effectivement, ça va exploser sur les autres par une violence, du coup, physique ou verbale. Mais s'ils arrivent même à maintenir ce niveau-là, et bah, du coup, boum, ils vont se retourner ça contre eux. Vous voyez, c'est quand on se refait le film. Oh là là, mais j'aurais dû lui dire ça, mais j'étais trop con, mais franchement, mais pourquoi je l'ai pas dit, mais vraiment, oh là là, ça me met en colère. Mais on se le fait de soi à soi dans la bagnole. Super. Ou soit à des niveaux carrément au-dessus, on peut carrément retourner cette colère contre soi, mais à un niveau quasiment de maladie. Les maladies auto-immunes. On sait aussi aujourd'hui que les maladies auto-immunes, c'est quand le corps, et notamment les globules blancs qui défendent le corps, justement, qui défendent le territoire des intrus, et bien c'est quand le système immunitaire se retourne contre le corps pour l'attaquer. Ben, si c'est ce qu'on fait à des niveaux un petit peu en dessous, en s'écoutant pas, en se respectant pas, en laissant l'autre nous piétiner, parler pour nous bousculer, et c'est nous qui nous excusons. Vous voyez, par exemple, cet exemple tout simple de la colère, eh bien, hop, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, la vie va se faire un malin plaisir de vous faire rencontrer des gens qui vont venir prendre votre place, qui vont venir abuser de leur pouvoir, qui vont venir vous écraser, vous humilier, vous castrer, parce que il y a quelque chose de ça que vous validez à l'intérieur de vous. Si je dois aller sur la peur, eh bien la peur,
c'est plutôt une émotion qui elle est reliée au futur et qui est une espèce de projection sur demain. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui peut se passer? Qui va déclencher tout un tas de protections ou de cinéma intérieur. On va essayer de maîtriser en se projetant demain. Alors, c'est super parce que la peur, elle permet aussi d'éviter le danger. Elle permet de ne pas faire n'importe quoi. Si on n'avait pas la peur, ouais, on prendrait des risques parfois inconsidérés, alors que là, on sait que bon, quand même, on peut se faire mal, on peut mourir, on peut. Donc, la peur va permettre quand même de mettre de la conscience ou de revenir à une certaine perception des choses. On ne peut pas faire n'importe quoi grâce à la peur. Et puis la tristesse, elle, eh bien, c'est la seule émotion qui est reliée au passé, qui vient vous permettre de rentrer dans quelque chose de l'ordre de pouvoir faire le deuil. La tristesse, elle nous permet de rendre compte que la vie, elle est éphémère. Vous savez, on n'a jamais vécu la même seconde. Chaque seconde qui passe est unique. C'est pareil. Parce qu'on grandit, on apprend des choses, on n'est jamais au même endroit, on ne fait pas la même chose. Hier, c'est pas aujourd'hui, et aujourd'hui, chaque seconde, c'est derrière. Et donc, vous voyez, il y a cette tristesse, elle est là aussi pour nous montrer toute la dimension sensible, fragile, la dimension de ce qui a été vécu hier n'arrivera peut-être plus. Et donc, c'est souvent en lien avec le deuil, parce que quand quelqu'un meurt, ou quand vous quittez un travail, ou quand ça m'est arrivé d'accompagner des gens à faire le deuil de leur chambre d'enfance, parce que d'un coup, ils se sont rendus compte que c'était un repère, une sécurité pour eux, et qu'ils en étaient... ils avaient dû quitter cette chambre du jour au lendemain, comme ça, et ils avaient été en grande insécurité derrière, par exemple. Mais quand on a du coup une interdiction de pleurer, c'est chaud, hein. On peut pas faire le deuil. Et donc à un moment, c'est pareil, niveau 1, je peux pas faire le deuil, je suis triste, niveau 2, je déprime, niveau 3, je suis en dépression, niveau 4, je fais une TS, quoi. Bon, la TS, elle découle de quelque chose. Donc si on s'occupe pas de cette hygiène émotionnelle, à un moment, ça se passe pas bien. C'est comme la peur. La peur, ça va commencer à être la peur, et puis après ça va être quoi? L'angoisse, et puis après ça va être quoi? La terreur, et puis après ça va être quoi? La phobie. Vous voyez, on monte, s'il faut monter les curseurs, la vie elle les monte les curseurs, pas de problème, parce qu'elle veut que vous s'occupiez du truc. La colère c'est pareil, on va avoir quoi? La colère, puis après on va avoir la haine, puis après on va avoir la grosse violence, ou voir le côté aigri si on a tout verrouillé. Bon, je sais pas si c'est une bonne ligne d'évolution, on peut le faire, vous voyez, la vie elle met le libre arbitre, elle dit c'est ok pour elle, mais ça déconne un peu. Parfois je fais le parallèle avec l'hygiène justement physique. Quand vous allez prendre votre douche le lundi matin, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh, je suis peinard pour la semaine, hein !» Alors vous pouvez le faire, hein. Mais généralement, les copains, ils vont venir vous dire « C'est sympa, mais là, il faudrait que tu penses à aller prendre une petite douche. Ça serait super cool. » C'est un peu l'idée. On a tous une hygiène émotionnelle à faire, et puis il y en a non. Donc il y en a à l'intérieur, ça pue. Ça pue, ça les ronge, ça les bouffe, ça macère, c'est putride. Qu'est-ce que je vous dis, on s'en occupe pas, quoi. Alors qu'en fait, si on pouvait simplement accueillir ça, laisser remonter ça, et limite le libérer, justement, wow, on va respirer, parce que c'est plus dedans. Je crois qu'il y avait un philosophe qui disait ça, c'est mieux dehors que dedans. Je crois que c'est Shrek, un truc comme ça. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Tout le monde comprend qu'il faut prendre une douche tous les jours, et puis personne comprend qu'il faut aller s'occuper de son émotion. C'est quand même bizarre. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît incroyable. Surtout quand, à un moment, les émotions mal digérées vont générer des problématiques de maladie. Des problématiques de psychosomatique. Alors là, c'est génial. C'est que non seulement on n'écoute pas, mais en plus, ce conflit intrapsychique qui va se vivre va descendre dans le soma, dans le corps, pour en plus venir vous donner une information que vous allez encore pas vouloir écouter. Et là, je trouve qu'il y a un truc qui déconne. Et donc, du coup, voilà, j'avais aussi envie de vous parler de ça parce que, on a tous, hein, on a tous ça à l'intérieur de nous. Hein. Je parle, je dis vous, mais moi, hein, parce que moi aussi, j'ai des dossiers chauds patates, que je m'en occupe, que parfois la vie m'amène à me dire pouf, un truc pour voir où j'en suis, et que des fois, elle me fait un petit tacle où il y a une petite chute à l'arrière du peloton, comme on dit, et je suis obligé de revenir voir ce qui se joue là, d'explorer, de prendre du recul, de la hauteur, ou d'aller accueillir mon émotion pour rentrer dans une grande acceptation de ce que j'ai pas encore mis en lumière, de ce que j'ai pas encore digéré. Alors bon, voilà, j'avais aussi envie de vous parler de ça dans un premier temps. En plus, ce qui me paraît encore plus
important de vous dire et hallucinant, c'est que, bah, vous voyez, tout ça, on le porte à l'intérieur de nous, quoi. C'est ça qui est terrible. Et que du coup, eh bien, même si on part à l'autre bout du monde, pour fuir notre histoire, nos souffrances, eh ben, on se retrouve avec nos bagages intérieurs, nos petites valises, et puis on les amène avec nous, et puis on se dit, tiens, là-bas, ça va être plus cool. Ou tiens, si je change de conjoint, ou tiens, si j'achète une nouvelle maison, ou tiens, si je change de boulot. Alors parfois, oui, c'est vrai, ça va être mieux. Mais si c'est une fuite, ou si c'est quelque chose qu'on veut pas régler, pour être sûr que ça va se représenter à vous. Il n'y aura pas de souci, la vie va être super généreuse. Un cadeau. Et donc, je dis un peu ça aussi pour ceux qui voyagent à l'autre bout du monde ou qui trouvent plein de soupapes, hein, qui vont aller faire plein de sport, plein de boulot, plein de sexe, plein d'alcool, plein de fumettes. Et voilà, on va fuir, on va même où on va lire, on va faire des jeux vidéo, on va aller dans le virtuel, on va... Voilà, tout sauf regarder mon problème, tout sauf aller à l'intérieur de moi pour voir ce qui va pas, tout sauf pour aller écouter ma souffrance. Et ça, du coup, à un moment, la vie, elle ne permettra pas, elle va monter les curseurs pour que vous puissiez vous en occuper. Je m'enflamme un peu, hein. Bon, c'est un peu comme ça, vous verrez. Je m'énerve un petit peu souvent comme ça. Donc voilà, en tout cas, ce qui me paraissait important sur cette petite introduction, si je puis dire, de vous montrer en gros un petit peu ce qui va venir, moi, me toucher et ce qui m'importe de vous transmettre dans un premier temps. Alors vous allez voir que, comme il y a beaucoup de choses à dire, je risque de faire des épisodes, un peu, on va faire une saison, hein, peut-être une saison 1, les bases, avec le commencement, le pourquoi, le comment, le super, le enfin, le génial. Et puis à un autre moment, eh bien, s'il y a d'autres thématiques qui me viennent, ou si vous, avec vos commentaires, vous avez envie de me dire, tiens Yann, t'as dit ça, mais attends, ça veut dire quoi, j'ai pas trop compris, ou tiens, dis-moi en plus, ou machin, eh bien, je dis pas que je reprendrai pas ces informations-là pour créer soit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle causerie comme ça, où je fais une sorte de monologue, où je m'écoute parler et je me fatigue des fois un petit peu. Ou alors peut-être effectivement un moment FaceTime ou un moment YouTube en live pour justement répondre aux questions, et puis si vous vous inscrivez au moment où je suis dessus, et voilà, vous posez vos questions, je réponds, et puis à un moment ça crée une espèce d'émulation super intéressante. En tout cas là on est sur la fin de la première partie. À suivre, eh bien on va commencer par le commencement. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui se rejoue un petit peu, hein, une espèce de... Bon c'est quoi c'est quoi un être humain, hein, y a quoi dedans, c'est quoi les différents aspects qu'on peut aller explorer. Et puis ensuite, eh bien, on ira un petit peu voir aussi tout ce qui est la dimension d'évolution, donc la dimension, alors les strates un petit peu comme je l'ai fait dans la spirale dynamique, qui est une autre conférence que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet, www.yann-du6cano.fr, où on ira aussi s'occuper de la dimension socio-culturelle, individuelle, transpersonnelle, parce que c'est un mouvement nécessaire d'évolution, et donc c'est important aussi de le connaître pour du coup savoir où on en est, et puis voir un petit peu ce qu'on rejoue, et voir, tiens là, peut-être que là, il faudrait que j'évolue un petit peu, hein, comme on dit, évole un peu, c'est quand même pas mal. Ensuite, j'ai envie de vous parler aussi des grandes facettes de la dualité, parce qu'on vit dans un monde duel, et qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on s'en rende compte, et qu'on arrête de vouloir simplement vivre la lumière et être beau, et voilà, avec les petits oiseaux, les bisounours et tous les copains. Et donc d'aller au contraire voir comment dans un monde duel, eh bien, c'est important d'aller voir notre dualité, donc notre ombre, notre lumière, pour rentrer dans un grand champ d'acceptation, d'amour de soi, de réconciliation d'avec soi, un petit peu comme La Belle et la Bête, vous voyez, hein, c'est pareil, ça c'est un conte qui vient parler de cette double facette qui vit à l'intérieur de nous. Et puis... et ensuite de voir qu'est-ce qu'on peut en faire de tout ça, parce que c'est bien beau d'en parler, mais concrètement, comment ça se bosse, qu'est-ce qu'on bosse, qu'est-ce qu'on va explorer. Alors je sais pas si on peut dire bosser ou travailler, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment juste. Donc, comment explorer, allons dire explorer, mettre en lumière, mettre en conscience, faire les mises au jour, les mises à jour, faire voilà, tout ce qui va amener de l'information, de la pertinence, comme si à un moment on pouvait grappiller de plus en plus de la conscience sur notre grand univers inconscient qui est finalement beaucoup plus présent que nous, hein. Vous savez que notre conscience c'est ça, notre inconscient c'est voilà, c'est ça, et que du coup Freud disait que le moi n'est pas maître chez lui, mais il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir la main avec notre conscience, mais au final c'est les 80% dans l'ombre qui gèrent le reste. Et donc à un moment c'est hyper important d'aller grappiller de plus en plus de terrain sur cette terra incognita de l'inconscient pour à un moment comprendre ses schémas, ses patterns, ce qu'on joue, ce qu'on rejoue, et comme je dis à chaque fois dans mes vidéos, obtenir par la conscience la liberté de continuer comme avant, genre sa vidéo elle est sympa mais je m'en fous,
j'ai pas envie, je continue comme avant, ou au contraire d'aller créer de nouvelles solutions en disant bah tiens là ouais peut-être que ça pourrait être intéressant effectivement de faire autrement, de changer ma manière de voir, tiens de faire attention à ça, ou de voir que ça veut dire ça donc je vais pas le faire, etc. etc. Mais j'y reviendrai dans une deuxième partie. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça n'a pas été trop long. 45 minutes, c'est un peu long. Mais je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Soyez vous-même.